13h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi pour le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce dimanche, Éric Coquerel contre-attaque sur BFM TV. Il rejette les accusations de gestes déplacés portées notamment par Sophie Tissier qui a saisi le comité des violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Je n'ai jamais eu de ma vie un comportement qui pourrait s'apparenter à du harcèlement, déclare Éric Coquerel. La suite de la guerre de communication entre Russie et Ukraine. Moscou déclare avoir conquis la ville de Lysychansk et toute la région de Lugansk à l'est de l'Ukraine. Nous ferons le point sur la situation alors que de violents combats se poursuivent depuis plusieurs jours sur place. Le début des vacances pour certains Français. Nous suivons l'arrivée des premiers juilletistes avec le besoin pour tous de souffler, de se reposer. Nous serons dans le Tarn dans ce journal. Et puis la ruée sur les tests Covid, quand reprise épidémique coïncide avec départ en vacances. Vous verrez que les pharmacies sont actuellement prises d'assaut. Reportage à suivre dans cette édition. À la une de l'actualité, donc, la contre-attaque d'Éric Coquerel sur BFM TV. Le député La France Insoumise, nouveau président de la Commission des finances à l'Assemblée, est mis en cause pour son comportement avec les femmes. Ce dimanche, Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, a indiqué avoir saisi le comité contre les violences sexistes de la France Insoumise, dénonçant, vous le voyez sur Twitter, des comportements déplacés. Éric Coquerel s'est défendu au micro de Benjamin Duhamel. Il rejette les accusations de gestes déplacés portées par Sophie Tissier et assure n'avoir jamais eu ce type de comportement. Écoutez. On est arrivés ensemble avec Sophie Tissier dans cette soirée. C'est une soirée où il y avait plein de monde, d'accord. Il y a eu une soirée un peu, j'allais dire, comme dans des boîtes, etc. Je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive, même si vous voulez, et qui pourrait après, parce que c'est le seul témoignage aujourd'hui qui tout d'un coup sort maintenant, qui pourrait après valoir le fait que, ah bah oui, ma réputation est justifiée, tenez, il y en avait un. Eh bien, je vous dis que je l'ai contredit, les témoins les contredit, et elle, hier, dans Mediapart, puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je la cite là, ce n'était pas une agression, et si je n'avais pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave. Voilà ce que dit Sophie Tissier. Alors maintenant, elle rechange de version, elle peut le faire, elle va aller devant, on a toujours dit qu'on était prêt à prendre les signalements, donc elle va poser son signalement, et à partir de là, on va vérifier les faits. Avec nous en plateau, Anne-Sara Dubois du service politique de BFM TV. Éric Coquerel, on l'entend, qui reste ferme sur sa défense, qui assure ne jamais avoir eu de comportement inapproprié avec des femmes. Est-ce que ça peut aussi avoir des conséquences sur sa vie politique ? Alors là, les choses sont un peu difficiles pour lui, en effet, parce que ce ne sont pas des personnes de l'opposition ou d'autres groupes politiques qui relayent ce témoignage ou l'accusent de comportement déplacé. Ce sont plutôt, au contraire, des militantes ou d'anciennes militantes de la France Insoumise. Éric Coquerel, ce qui par contre l'avantage, c'est que en effet la plaignante, entre guillemets, le mot n'est pas bon, mais en tout cas celle qui porte ce témoignage et qui l'a signalé auprès du comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise, cette femme dit bien qu'il ne s'agit pas, à ses yeux, de comportements juridiquement répréhensibles, qu'il ne s'agit pas de choses qui pourraient être portées en justice. D'ailleurs, la question a été posée à Éric Coquerel. Il dit lui-même, si à un moment il y a une plainte, à ce moment-là, on verra. En attendant, effectivement, ça complique, et il le dit lui-même, son entrée en fonction à la présidence de la très puissante commission des finances, puisque en effet, c'est une sérénité vraiment très relative. C'est un doux euphémisme pour Éric Coquerel. Maintenant, les suites pour lui, pour l'instant, ne sont absolument pas judiciaires. C'est plutôt de l'ordre de la réputation. Et on imagine qu'il y a une partie qui va se dérouler au sein de la France Insoumise, puisque ce comité contre les violences sexistes et sexuelles entendra vraisemblablement Éric Coquerel, comme il a reçu le témoignage de Sophie Tissier, pour confronter, voir quels sont les éléments dont il dispose. Et puis on vous redit aussi que Éric Coquerel a précisé lors de cette interview chez nous à la mi-journée qu'il n'exclut pas de porter plainte pour diffamation, et a-t-il ajouté le mouvement aussi pour ceux qui auraient relayé ces rumeurs. Merci beaucoup, Anne. Vous restez avec nous, Anne. On va parler de remaniement dans un instant. On précise que Sophie Tissier sera l'invitée de BFM TV à 18h, ainsi que Sandrine Rousseau. Bonjour Philippe Ballard, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes député Rassemblement National de l'Oise. On a entendu donc cette contre-attaque d'Éric Coquerel, accusé de gestes déplacés, qui assure n'avoir jamais eu ce type de comportement. Qu'en pensez-vous ?
Que déjà toutes les violences faites aux femmes, alors je dis pas que c'est le cas dans ce dossier précis, mais c'est une bonne chose que enfin les langues se délient et que tout ça soit porté sur la place publique. Après, écoutez, le commentaire que j'ai à faire, c'est déjà, je pense qu'on pourrait s'occuper des vrais problèmes des Français, mais au-delà de ça, là on entend les membres de LFI nous dire s'il y a un problème, il faut aller devant le comité interne du parti contre les violences sexistes, etc., etc. Mais enfin, je sais pas dans quel monde ils vivent. Non, en France, il y a des instances judiciaire, quand on a une plainte à déposer, on va au commissariat de police, voilà, ou à la gendarmerie, tout simplement. Ça en dit long. Il n'y a aucune plainte déposée pour l'instant. Hein. Non, on le précise, c'est important. Oui, non, absolument. Mais les comités, Sandrine Rousseau a tenu les mêmes propos vendredi matin. Il faut que les gens se retournent devant cette commission interne au parti. Mais enfin, ils sont dans leur bulle. Mais je crois que ça en dit long, encore une fois, sur le ressenti, ce que pense la France insoumise de nos instances, que ce soit judiciaire, que ce soit policière. L'autorité, en fait, ils n'aiment pas tellement. Donc, on a le sentiment qu'ils veulent régler leurs problèmes en interne, ça en dit long sur leur rapport avec l'autorité. Alors, si on exclut la forme de ce signalement, qui n'est donc pas une plainte, on le reprécise, comment prenez-vous cette déclaration de Sophie Tissier, ce signalement auprès du comité contre les violences sexistes et sexuelles de LFI, de ce comportement déplacé? Comment faut-il le prendre, ce témoignage? Écoutez, depuis vendredi matin, on est interrogé par différents médias sur cette affaire. C'est quand même assez compliqué de s'exprimer sur quelque chose où il n'y a que des déclarations, des rumeurs. On est pour la présomption de légitime défense. Voilà, je suis vraiment pas l'avocat d'Éric Coquerel, mais enfin, on va laisser les choses faire. Le mieux, c'est de se tourner vers la justice. Il y a des choses qui relèvent de la justice. Comme entrer en matière en tant que président de la commission des finances, c'est vrai qu'on peut franchement faire mieux. Philippe Ballard, selon vous, est-ce qui pourrait changer la donne finalement, et ce serait une plainte qui serait déposée ou pas? S'il y a une plainte et ensuite une mise en examen, je pense que oui, effectivement, ça peut quand même un petit peu changer la donne, même si par les temps qui courent, en fait, on s'aperçoit, et là je fais référence à ce qui se passe au sein du gouvernement, que les règles ont un petit peu changé. Avant, on démissionnait pour préparer sa défense. D'ailleurs, lorsque l'on était mis en examen, visiblement, c'est plus le cas à présent. Merci beaucoup Philippe Ballard d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur l'antenne de BFM TV. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national de l'Oise. Jean-Luc Mélenchon, lui, a pris la défense d'Éric Coquerel. Il reviendra notamment sur cet épisode. Ce sera demain. Il est l'invité sur BFM TV de Bruce Toussaint à 10h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Dans l'actualité politique, il y a aussi ce remaniement attendu pour demain ou mardi. Dans les prochaines heures, selon Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Anne Sora Dubois, toujours avec nous. Quelles sont les dernières pistes envisagées par l'exécutif, Anne? Où en est-on? La première piste qui est toujours la même, ça c'est pas nouveau, c'est d'aller vite d'abord, effectivement, puisqu'il y a le discours attendu de politique générale de la Première ministre, si c'est bien à cette date qu'il a lieu mercredi. Et ensuite, très rapidement, dans la foulée, le gouvernement veut présenter le plus rapidement possible le projet de loi qui a trait au pouvoir d'achat, puisqu'il est très attendu par les Français. Donc, ça laisse effectivement 24 à 48 heures, si on inclut les passations, pour décider, pour dévoiler le casting du futur gouvernement. On sait que la majorité des consultations ont été réalisées par Elisabeth Borne et par le chef de l'État. Ils s'en sont parlé vendredi. Donc la première piste, c'est d'abord toujours la rapidité, ces remaniements TGV. Deuxième piste, c'est effectivement ce qu'on entend depuis quelques jours dans la bouche de certaines personnes de la majorité et même de proches du chef de l'État, c'est d'essayer d'avoir des ministres politiques, puisque la donne a changé encore une fois après ces élections législatives. On est passé d'un gouvernement d'action à un gouvernement qui doit être un gouvernement de diplomatie parlementaire. En clair, des ministres qui connaîtraient suffisamment bien le Parlement pour pouvoir effectivement aller batailler texte par texte pour essayer de remporter à chaque fois une majorité. Si c'est pas une majorité, au moins, pour la petite anecdote, c'est négocier des abstentions, parce que l'abstention fait baisser le niveau de la majorité. Donc ça aussi, ça permet de faire valider des textes. En maths. Exactement, il faut être très bon en maths. Évidemment, l'objectif, vous le voyez, c'est de remplacer aussi les 4 ministres sortants. Pourquoi 4 ministres sortants? Parce qu'il y en a 3 qui ont été battus. Il y en a 3 qui ont été battus aux élections législatives, et il y en a une 4e qui, elle, a remporté le perchoir, présidence de l'Assemblée nationale, évidemment incompatible avec un Marocain ministériel. Voilà ces 4 ministres qu'il faut remplacer. Il faudra aussi, évidemment, remplacer les ministres. Enfin,
Est-ce qu'il faudra, est-ce que la question est en discussion, remplacer les ministres qui peuvent être en état de faiblesse, d'affaiblissement en tout cas politique, Damien Abad qui est victime d'une plainte qui est visé par une plainte pour tentative de viol, et Chrysoula Zacharopoulos, 2 plaintes pour viol dans le cadre de son exercice de la médecine comme gynécologue. Ce sont des ministres qui sont fragilisés. Voilà pour ce troisième objectif. 4e objectif, évidemment, essayer de faire représenter au sein de ce futur gouvernement les différentes alliances qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont pu nouer avec des oppositions qui peut-être leur seraient du moins favorables, au moins pas trop hostiles pour les mois qui viennent. Un exercice d'équilibriste. Merci Anne-Sora Dubois. On en vient à présent à la situation de guerre en Ukraine avec ces violents combats qui se poursuivent, notamment à Lysychansk, dans l'est du pays, dans le Donbass. La Russie dit avoir conquis la ville et toute la région de Lugansk, selon le ministère russe de la Défense. Les détails, Adrien Spiteri. À bord de leur véhicule, ces combattants tchétchènes célèbrent leur entrée dans la ville de Lysychansk. Sur ces images diffusées par un leader tchétchène, des soldats brandissent des drapeaux devant des bâtiments en ruine. Une dernière vidéo dont la localité n'a pas été officiellement confirmée, mais le ministère russe de la Défense annonce aujourd'hui avoir entièrement conquis la ville ainsi que toute la région de Lugansk. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, a informé Vladimir Poutine de la libération de la République populaire de Lugansk. Une information pas confirmée par Kiev. Ce matin, le gouverneur ukrainien de Lugansk reconnaissait toutefois l'avancée des troupes russes. Ils subissent des pertes importantes, mais ils avancent obstinément. Ils s'installent dans la ville, ainsi qu'à Viernio-Kamianka, et continuent de détruire les colonies. Depuis plusieurs jours, les combats s'intensifient dans la ville. De nombreuses victimes sont à déplorer, comme cet homme touché par une explosion. Un obus est tombé juste devant ma maison, à quelques mètres. Ma voisine a été tuée. Cette femme, elle aussi évacuée, raconte avoir frôlé la mort. Dire que j'ai eu peur n'est pas assez. J'ai failli mourir. Après Severodonetsk, il y a quelques jours, la prise de Lysychansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk à l'ouest, 2 autres grandes villes de la région industrielle du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Et puis la ville russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, a été visée par une série de fortes explosions, selon le gouverneur de la région, qui indique qu'il y a eu 3 morts et 4 blessés. On rejoint notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Jean-Didier, depuis le 24 février, la Russie a plusieurs fois été accusée, les forces ukrainiennes, d'avoir effectué des frappes sur le sol russe, en particulier dans la région de Belgorod. Alors oui, c'est dans cette région de Belgorod que dès le début du conflit, Moscou avait déploré la destruction de réservoirs de stocks de carburant par des hélicoptères ukrainiens. Il y a un mois, à peu près, de nouveaux bombardements avaient fait 1 mort et 3 blessés, toujours dans cette région de Belgorod. Et puis aujourd'hui, il est forcé de constater qu'une série de missiles ukrainiens semble s'être abattus sur la ville, vu que le ministère de la Défense russe reconnaît avoir intercepté 3 ou 4 d'entre eux, selon les sources. Les déflagrations ont eu lieu très tôt ce matin. Seul le gouverneur de la région de Belgorod s'est félicité du fait que les défenses antiaériennes aient bien fonctionné, mais il y a tout de même à déplorer, vous l'avez dit, 3 morts et 4 blessés. Les Russes vont faire dans les prochaines heures, les prochains jours, des enquêtes pour savoir quelle est la source exacte des missiles, de ces tirs qui se sont abattus ce matin sur la région de Belgorod, détruisant 11 immeubles résidentiels et 39 maisons individuelles de façon partielle. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci Jean-Didier Revoin, correspondant en BFM TV à Moscou, pour ces précisions donc, sur cette actualité liée à la guerre en Ukraine. Et BFM TV diffusera par ailleurs demain son nouveau document long format à ligne rouge intitulé Azovstal, l'histoire secrète. Près de 3000 soldats ukrainiens ont tenu le siège de cette immense et fameuse usine métallurgique piégée sous un déluge de feu. Extrait. Чтобы националисты на заводе «Азовсталь» не могли вылезти из катакомб. Le déluge de feu redouble d'intensité sur l'usine. Дивися в верхнє приміщення.
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et même dans les airs, l'ennemi était partout. C'était du non-stop, de jour comme de nuit. Les avions russes survolaient la zone toutes les 15-20 minutes, 2 par 2, parfois 4 par 4, et ils lâchaient des bombes de 250 à 500 kilos. Après, ils sont passés aux bombes de 3 tonnes. 13h14, toute autre chose à présent, le début des vacances pour les juilletistes et la délivrance pour ceux qui sont arrivés sur leur lieu de villégiature. Avec la guerre en Ukraine, le retour du Covid ou l'inflation, le mot d'ordre est de décompresser. Pierre-Henri Holderbaum et Anna Guerre. Après plusieurs heures de route, c'est la délivrance. On vient d'arriver, la route est finie et on va s'installer. Une fois qu'on sera installé, les vacances pourront débuter. C'est avec le sourire que ces vacanciers sont accueillis par le directeur du camping. Je vous laisse, je crois que vous connaissez les lieux. Voilà, je vous laisse la clé du chalet. Je vous remercie. Une fois les valises déposées dans ce chalet, le programme est déjà bien défini. Installation, repos et un petit peu de piscine, tranquille. Voilà, on va essayer de prendre nos marques. Dans les allées de ce camping, le programme semble être le même pour tous. Après une année rythmée par la guerre en Ukraine, l'inflation, le Covid et la météo, ici, on est venu se détendre. Après les semaines où il a plu, en fait, quelques jours, la semaine dernière, là, profitons du beau temps. C'est des jours de repos que j'attends avant de finir la saison pour avoir les vrais congés, oui, et donc j'en profite bien. Ouais. C'est un bon endroit, encore une fois. Ouais. S'ils sont venus ici dans le département du Tarn, c'est pour le calme et le beau temps. La chaleur, les gens ont été enfermés assez longtemps et je pense qu'ils ont envie de sortir et être en plein air. Donc la piscine, ici le lac qui est pas très loin et le village qui est très joli. En cette saison d'été, plusieurs nationalités vont se croiser, des Hollandais, des Espagnols et des Français. Tous auront à cœur d'oublier cette année particulière. Une année particulière avec des vacances qui vont se faire avec un budget serré. Justement, quel est le budget des Français pour ces vacances d'été en pleine inflation? Un budget en baisse, forcément, comme l'a constaté Laura Cadeau dans ce camping de Martigues. Oui, les dépenses ne sont pas illimitées. Nous venons de croiser une famille du Nord-Pas-de-Calais qui a justement réservé plus tôt, fin juin, début juillet, parce que les prix étaient plus intéressants dans ce camping. Mais en règle générale, selon une enquête pour Cofidis, acteur majeur du crédit à la consommation, beaucoup ont le sentiment de devoir restreindre leur budget pour leur escapade estivale. En moyenne, le budget serait de 1 641 €. On va aller vérifier ça auprès de Julien. Julien, vous êtes en vacances pendant 2 semaines à Martigues, dans le camping Le Mas. Est-ce que vous allez faire chauffer votre carte bancaire? Alors on n'est pas vraiment des habitués à faire chauffer la carte bancaire, mais il est clair qu'ici on va garder à 2 fois avant de dépenser plus que d'habitude, parce que il est vrai que beaucoup de choses ont augmenté, que ce soit la nourriture, le carburant ou même les locations en termes même au niveau du camping, oui. Alors justement, vous avez traversé la France entière. Quel a été le budget essence? Au niveau du budget essence, on se situe plus ou moins à 240 € pour traverser la France. Ouais. C'est beaucoup par rapport aux années précédentes? Alors vous dire exactement en termes de pourcentage, si c'est vraiment beaucoup plus, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Quand on voit le prix affiché sur la pompe par rapport à début d'année, ouais, c'est vachement beaucoup. Ouais. Alors est-ce que justement vous avez des petites astuces pour ne pas dépasser le budget, ne pas être hors budget? Peut-être le choix du logement, un restaurant en moins, des activités en moins? On n'est pas trop activité, donc c'est vrai que ça, je peux pas vous dire, mais après oui, au niveau de la période, donc on essaye de louer, enfin de venir en camping plus fin juin, début juillet, parce que qu'en pleine saison, c'est vraiment 100% impayable, quoi. En tout cas, c'est vraiment compliqué de louer, quoi. Merci beaucoup, on va vous laisser profiter des vacances avec votre fils Jules de 6 ans et votre femme. Voilà, vous l'aurez compris, en fait, pour profiter des vacances, tout est une question de choix. Beaucoup limitent leurs achats plaisir ou le côté du budget restauration, alimentation. Dans l'actualité également, cette tribune dans le journal du dimanche de 84 dirigeants d'entreprises pour une société plus sobre. Ils veulent intégrer au cœur de la stratégie des entreprises les démarches d'économie circulaire, d'économie d'usage, de relocalisation, de régénération de la biodiversité ou encore d'alignement des réductions carbone de l'entreprise avec l'accord de Paris sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Avec nous, Jean-Pierre Févenec, bonjour. Merci d'être l'invité de BFM TV, expert en questions énergétiques, professeur à Paris-Dauphine. Quel est, selon vous, le but de cette tribune ? Je crois que le but de la tribune, c'est évident, c'est d'attirer l'attention de toute la population sur la nécessité de faire attention aux consommations d'énergie. Je rappellerai en 2 mots que le prix du gaz, ne serait-ce que pour des raisons d'ailleurs qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire qu'il y a un premier aspect, c'est l'aspect coût. On vient d'avoir une interview qui montrait que la personne dépensait beaucoup d'argent, était obligée de dépenser beaucoup d'argent pour les carburants, serait obligée de dépenser beaucoup d'argent pour le gaz. Donc il y a le problème de l'augmentation des prix. Donc réduire les consommations de gaz, de pétrole permettra de réduire la facture. Et d'autre part, il y a aussi et surtout peut-être le problème du changement climatique, le problème de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les énergies fossiles, pétrole et gaz qui en émettent, comme le charbon d'ailleurs pas mal. Donc l'objectif, il est bien là, il est de réduire les consommations, à la fois pour faire face au problème du changement climatique et aussi pour réduire les factures et permettre de faire face à la baisse du pouvoir d'achat. On comprend mieux l'esprit de cette tribune et concrètement, il est écrit, on le voit dans cette tribune, qu'il faut passer d'une sobriété d'urgence à une sobriété organisée. Comment est-ce qu'on réussit ça en vrai, concrètement ? C'est une très bonne question. Tout ça, ça prend du temps. On en a déjà beaucoup discuté, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, lorsque le problème était l'augmentation du prix et la nécessité de baisser les consommations de carburant. Si on prend le problème des transports, par exemple, il est clair que l'on doit aller vers davantage de transports en commun, vers davantage de covoiturage, vers l'utilisation de véhicules qui consomment moins de carburant, aller peut-être vers l'électricité, sachant que ça ne résoudra pas tout, parce que les véhicules électriques, d'abord, consomment beaucoup de matières premières qui ne sont pas faciles à trouver, et d'autre part, l'électricité, ça se fabrique souvent à partir encore de gaz ou bien d'autres produits. Donc, c'est une démarche nécessaire qui va prendre du temps. Je prendrai un autre exemple, c'est la consommation d'énergie pour le chauffage. On n'est pas actuellement en période de chauffage, mais cet hiver, ça va se poser. Et donc, la nécessité de mieux isoler les bâtiments, aussi bien les bâtiments d'habitation que les bâtiments de bureaux. Donc, voilà des mesures vers lesquelles il faut aller, des mesures qu'il faut prendre, des mesures qui sont indispensables. On en parle tout le temps. Je pense qu'il y a une volonté réelle de le faire. Malheureusement, tout ça coûte aussi pas mal d'argent. Ça nécessite des investissements importants et ça ne se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. Est-ce qu'on est dans une situation critique actuellement, selon vous, Jean-Pierre Févenec ? Écoutez, ça dépend dans quel domaine on se place. En ce qui concerne le gaz, la situation est compliquée. Alors là, je reviens en fait sur le problème des approvisionnements en gaz avec l'Europe dépend beaucoup du gaz russe et la Russie est en train de baisser progressivement ses approvisionnements. Elle a arrêté d'approvisionner la France, elle est en train de réduire son approvisionnement à l'Allemagne qui en a beaucoup besoin. Donc là, il y a un véritable problème et donc là, on est un peu l'Europe a donc décidé de réduire ses besoins en gaz russe. Mais l'arrêt des complets, en principe, des importations de gaz russe n'est pas avant plusieurs années, parce qu'il faut du temps pour remplacer. Pour le pétrole, c'est un problème un peu moins compliqué. Je pense qu'on peut trouver assez facilement, c'est vite dit, on peut trouver des solutions de remplacement aux importations de pétrole russe. Donc, alors je crois que là, on retrouve les deux préoccupations, à la fois réduire les consommations de manière à moins dépendre de l'étranger et en particulier de la Russie pour le gaz et pour le pétrole, et réduire également les consommations de manière à réduire les dépenses et donc réduire le déficit du budget. Merci pour ces explications, Jean-Pierre Févenec. Vous êtes expert en questions énergétiques, professeur à Paris-Dauphine. On en vient à présent à l'épidémie de Covid avec une hausse des cas de contamination et ça se voit dans les pharmacies. Il y a actuellement une ruée sur les tests. Vous allez le voir dans ce reportage d'Émile Darcourt, Marie Luff et Julien Appalo. Dans ce laboratoire parisien, de plus en plus de cas Covid sont détectés. Donc aujourd'hui, les résultats qui sont sortis sont comment? Avec quel taux de pourcentage de positifs? 35-40% de positifs aujourd'hui. Un taux de positivité élevé et une forte augmentation du nombre de personnes testées. 30% de plus en une semaine dans ce laboratoire. Ce ne sont pas des demandes pour des voyages, ce sont des contrôles pour des gens qui ont quelques symptômes, mais c'est jamais avec l'affolement, c'est jamais avec la pression que l'on a connue précédemment. Pas d'affolement, mais les habitants retrouvent leur réflexe de se faire tester face à la 7e vague. Je me suis quand même fait tester 2 fois cette semaine. 2 fois cette semaine? Oui. Pourquoi? Parce que je fais un stage dans un ESAT et du coup c'est avec des personnes handicapées et du coup il vaut mieux prendre des précautions quand même. Si j'ai des symptômes ou que j'ai des cas contacts, je vais aller me faire tester dans tous les cas.
Je me fais tester si j'ai des symptômes, mais je ne vais pas me faire tester pour rien en fait. Paris est le département où le taux de dépistage est le plus élevé. Il est en augmentation également en Alsace. On a une hausse des tests depuis à peu près mi-juin. On a à peu près doublé nos nombres de tests. Là, on est à peu près entre 40 et 50 par jour. Et on est à peu près de l'ordre de 15-20 il y a quelques semaines. Je pense que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On sait que maintenant, quand on a des symptômes, on se fait tester. Pour la France entière, le nombre de tests Covid réalisés chaque semaine a été multiplié par 2 en un mois. À suivre sur BFM TV, Éric Coquerel se défend sur notre antenne. Accusé de gestes déplacés envers les femmes, il assure n'avoir jamais eu de sa vie ce type de comportement. Il ment, dit Sophie Tissier, à l'origine notamment d'accusations envers Éric Coquerel. Elle a décidé de saisir le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. RMC en mode Tour de France. Ah, c'est bon, j'ai la forme. Ça va être énorme ce Tour de France. Tour de France, c'est un sport de commando. N'oublie pas que c'est toi qui es le leader et c'est toi qui dois emmener le groupe. Hein. Allez, on augmente le rythme. Allez, Christophe, allez. Mais je suis à fond, je te dis, je suis à fond. Vous allez pédaler, nom de bleu, vous allez pédaler. Allez, t'as toute l'équipe derrière toi. 100% des étapes du Tour de France en intégralité jusqu'au 24 juillet. Pédalez plus vite, allez. À vivre en direct sur RMC. C'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. Faites entrer l'accusé ce soir à 21h05 sur RMC Story. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Deliveroo présente à chacun son rituel. Votre repas est presque terminé. Mais qui aura le dernier sushi? À vous de jouer. On se fait un Deliveroo? Roulez en sécurité et gardez vos points avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur tous nos boîtiers. Coyote. Je me passionne pour le développement durable depuis que je me suis installée à Séville, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je travaille chez Amazon sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable. Comme cette centrale solaire, l'une de nos plus grandes en Europe, qui alimente en partie nos activités. Je suis fière de contribuer à bâtir un avenir meilleur. Des lignes parfaites, une très très belle occasion. Ouais, c'est très neuf. Hein. Vous pensez que c'est possible de me faire une petite rayure? Pardon, une? Juste ici, ou là. J'ai dit à mon mari que j'ai acheté une occasion et là, il va jamais me croire. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. Avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Votre après-midi sera magnifique sur de très nombreuses régions en France, malgré de nouveau la menace des orages. En cours d'après-midi, on va en parler ensemble dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais vous montrer cette image, évidemment, dans le sud-est de la France, près de la frontière italienne, celle de Menton, très colorée, hein, aussi bien côté ciel que côté ville. Situation magnifique en ce moment pour profiter de la Méditerranée et notamment de la mer, avec des températures qui avoisinent en ce moment les 25 degrés dans l'eau. Regardons la situation météo à l'échelle satellitaire, avec
toujours donc ces conditions anticycloniques sur l'ensemble notamment de l'Europe centrale. Elles permettent d'ailleurs à la France d'être protégée actuellement de l'arrivée de nouvelles perturbations, mais pas forcément à l'instabilité de se mettre en place. Avec, vous allez le voir, donc en cours d'après-midi, les orages qui pourraient gronder sur les Pyrénées et surtout sur le centre-est, les Alpes du Nord et le Jura en soirée. Attention, il pourrait être assez actif, assez violent, accompagné de fortes averses de pluie, de grêle et de vents violents. Restez vigilants, sinon partout ailleurs, ça restera très calme avec quelques passages nuageux sur les régions du Nord. Un léger vent quand même de secteur nord-ouest qui sera bien sensible, un petit peu comme ce matin avec des rafales jusqu'à 40 km/h. Très beau temps également en Corse où l'on attend là encore de fortes chaleurs. Il fera plus de 30 degrés aujourd'hui dans les rues d'Ajaccio ou encore de Bastia, 37 degrés en vallée du Rhône, des pointes peut-être ponctuellement jusqu'à 38-39 dans l'arrière-pays méditerranéen en cours d'après-midi. Plus frais sur les bords de Manche avec 19 degrés à Brest, 25 degrés pour Paris. Et puis rapidement la journée de demain lundi avec du ciel bleu pour tout le monde, notamment au nord. Et attention à ce risque d'orage qui restera marqué en direction de nos principaux reliefs. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. À la une de l'actualité à 13h30 sur BFM TV, aucune enquête n'a abouti. Éric Coquerel dément les accusations de comportement déplacé avec certaines femmes, notamment le signalement que vient de faire l'ex-gilet jaune Sophie Tissier devant le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Sur BFM TV, le député et nouveau président de la commission des finances à l'Assemblée nationale dénonce des rumeurs infondées. Le conflit en Ukraine, Moscou dit avoir conquis la ville clé de Lysychansk et toute la région de Lugansk dans le Donbass. La Russie qui accuse par ailleurs Kiev de tirs de missiles sur Belgorod, ville russe près de l'Ukraine. Cette question, faut-il envisager un retour du masque obligatoire face à la reprise épidémique de Covid et à ses plus de 71 000 contaminations quotidiennes? La question du retour de certaines restrictions est évoquée par certains médecins et face à la même vague, la même 7e vague en Allemagne, le pays, lui, n'a jamais abandonné le masque. Aucune enquête n'a abouti, des rumeurs infondées, la défense d'Éric Coquerel aux accusations de comportement inapproprié de certaines femmes. Le tout nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée nationale était l'invité de BFM TV à la mi-journée aujourd'hui. Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas, sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché? Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, vérifié, qui valait de dénoncer publiquement quelqu'un, parce que je trouve que la presse a plutôt bien agi. On ne met pas comme ça le nom public de quelqu'un sur la base de rumeurs. Marie Gentry qui est avec nous. Merci Marie du service politique de BFM TV. Vous avez enquêté sur ces rumeurs sur Twitter. L'ancienne gilet jaune, un temps proche des Insoumis, Sophie Tissier, annonce aujourd'hui qu'elle vient de saisir le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. On voit notamment ces messages postés sur Twitter. Vous aviez, Marie, échangé avec elle pour des faits qu'elle dit remonter à 2014 et vous l'avez eu à nouveau au téléphone il y a quelques instants pour sa réaction donc aux propos d'Éric Coquerel aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, Sophie Tissier a suivi toute l'interview d'Éric Coquerel sur BFM TV. Elle était assez bouleversée par ses propos. Elle me dit il ment. Elle me dit qu'elle ressent de la colère et du dégoût lorsqu'elle écoute ce qu'il dit. Alors, ce que Sophie Tissier reproche très concrètement à Éric Coquerel, c'est plusieurs choses. Elle affirme en gros qu'en 2014, elle s'est rendue aux universités d'été du parti de gauche, du PG, dont Éric Coquerel faisait partie. Elle affirme qu'elle a senti sur elle un regard de libidineux malsain déplacé, qui la fixait des yeux toute la journée et toute la soirée, et qu'ensuite, lorsqu'il y a eu une soirée dansante le même soir, il a eu les mains baladeuses, notamment qu'il souhaitait la prendre par la taille, qu'il lui effleurait les fesses, le corps, qu'il restait collé à elle.
C'était humiliant, déstabilisant. C'est ce qu'elle écrit dans le témoignage qu'elle a donc adressé au comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Je me sentais une proie. Il était pressant et en prédation. Et puis ce qu'affirme également Sophie Tissier, c'est qu'à la fin de cette soirée, lorsque les gens étaient en train de partir, Éric Coquerel lui a envoyé des SMS, plusieurs SMS insistants, dans lesquels il lui propose de le rejoindre dans son taxi pour passer la nuit à l'hôtel. Alors Sophie Tissier me dit qu'elle n'a plus les SMS en question, qu'elle les a supprimés parce qu'elle ne pensait pas en fait que cette affaire allait ressortir. Alors à ce stade, Sophie Tissier n'a pas porté plainte devant la justice, mais elle a donc saisi ce comité. Qu'est-ce que c'est ce comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise? Alors c'est un comité qui a été créé en 2018. Le but, c'est une sorte de démarche complémentaire par rapport à la justice classique, si je puis dire. C'est un comité qui enquête en interne sur les accusations de violences sexistes ou sexuelles dont peuvent faire l'objet certains membres de la France insoumise. Alors c'est assez confidentiel comme comité. D'ailleurs, ils le revendiquent. C'est assez compliqué de savoir ce qui se passe en interne parce qu'ils veulent que leurs travaux restent confidentiels. Merci beaucoup Marie et Sophie Tissier qui sera l'invitée de BFM TV à 19h donc ce soir. Nous sommes en direct avec Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu comme nous la contre-attaque aujourd'hui d'Éric Coquerel. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on le rappelle, Éric Coquerel qui est accusé de comportement déplacé envers les femmes. Moi je pense que pendant trop longtemps, les hommes de pouvoir ont eu l'impression qu'ils pouvaient tout se permettre, notamment avec les femmes. Et on est à un tournant de la vie où les femmes veulent avoir aussi leur place. Et c'est vrai que quand je vois les affaires d'Ami Abad, quand je vois les affaires Éric Coquerel, je ne me pose plus la question pourquoi les Français ne nous font plus confiance et ne veulent pas retrouver le chemin des urnes. De quoi on parle en fait? Regardez le principe. Il y a dans tous les mouvements des hommes, rarement des femmes, qui peuvent des prédateurs qui ont l'impression, parce qu'ils ont gagné une élection, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils peuvent tout se permettre. Et aujourd'hui, on nous dit, tant qu'il n'y a pas de jugement, on ne croit pas les femmes. Moi, je voudrais qu'on change un peu de paradigme quand même. Je voudrais dire qu'effectivement, je suis d'une génération où peut-être quand les hommes étaient des lourds dragueurs, ça pouvait fonctionner. Et nos enfants, nos filles ont raison. Un dragueur aujourd'hui devient un harceleur. Et c'est là le vrai débat. Mais Patrick Vignal, pardon, mais il y a la présomption d'innocence qui est quand même importante, qu'il ne faut pas bafouer. À ce jour, Éric Coquerel n'a pas été condamné, il n'y a même pas eu de plainte devant la justice. Écoutez, moi, le cas d'Éric Coquerel, effectivement, vous ne me verrez pas tweeter des choses malencontreuses à son égard. J'ai bien écouté ce qu'il nous a expliqué, mais moi, je voudrais aller plus loin quand même. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait un jugement parce qu'il y a une présomption d'innocence pas jugée. Et les femmes ont l'impression d'être bafouées et que leurs paroles ne comptent pas. Moi, je voudrais être clair. Chez moi, dans ma région, il y a un élu d'un mouvement qui a harcelé une de ses collègues. La collègue a écrit au mouvement politique qui n'a pas réagi. Je pense qu'en amont, quand il se passe des difficultés entre hommes et les femmes, très rarement les femmes qui harcèlent les hommes, on devrait avoir une vigilance accrue. Parce qu'effectivement, demain, moi, je pourrais être, par un tweet ou par un Facebook, on pourrait dire que j'ai harcelé une personne, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans la méthode. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement de dire on attend la justice. Enfin, quand même, les mouvements politiques, ils pourraient convoquer avec une controverse, avec une confrontation. La personne qui dit aujourd'hui qu'Éric Coquerel s'est mal comporté avec elle, qu'attend le mouvement pour la faire venir et confronter les deux simplement en adulte, en responsabilité. Parce que pendant ce temps, on ne s'occupe pas des Français. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin de redresser la France. Il y a 2900 milliards et depuis une semaine, on parle de faits certes graves, mais moi j'aimerais qu'on arrive à les régler d'une manière intelligente. Patrick Vignal, vous parlez de changer de paradigme. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Sandrine Rousseau qui veut plus mettre en avant un principe de précaution que la présomption d'innocence? En gros, est-ce qu'il faudrait que même s'il n'y a pas de plainte, que même si ces accusations n'ont pas été instruites par la justice, Éric Coquerel démissionne de lui-même, par exemple? Écoutez, le problème des politiques, c'est qu'en fait, c'est en fonction de ce qui se passe. Si demain j'ai une affaire qui sort contre la France insoumise ou contre le RN, on va mettre tous nos snipers pour essayer d'affaiblir ces gens. C'est pour ça que les Français ne croient plus en nous. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu serein? Moi, je vais vous donner un autre exemple, c'est dans mon camp.
le cas de Damien Abad. Moi, si j'étais Damien Abad, je me mettrais en retrait, je ne démissionnerais pas, je me mettrais en retrait, je demanderais à un juge de me convoquer avec une confrontation avec les 3 plaintes et je prendrais le temps de répondre. D'abord, je sauverais mon honneur et ça permettrait aussi au gouvernement de fonctionner. Pour moi, c'est cela, changer de paradigme. Parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès. En ce qui concerne Sandrine Rousseau ou les féministes, quand c'était l'histoire de Damien Abad ou de Gérard Darmanin, vous avez vu, ils sont venus sur vos plateaux en portant des cris d'orfraie. Il arrive que c'est Éric Coquerel, heureusement que c'est une personne de gauche qui a expliqué ces rumeurs, sinon on aurait dit que c'était encore la faute d'En Marche. Vous voyez en fait que tout le monde est dans la posture, c'est grave ça, le monde change, les femmes doivent avoir la même place que les hommes. Et nous, le regard doit changer avec les femmes, elles doivent être au même niveau que nous. Vous vous rappelez Cécile Duflot dans l'hémicycle parce qu'elle avait mis une robe, elle avait été sifflée. C'est tout cela qu'il faut changer. Et je fais confiance à la nouvelle génération de jeunes qui arriveront au pouvoir. Ils vont avoir une nouvelle relation avec les femmes et j'en suis ravi. Merci beaucoup, Patrick Vignal, d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. On continue à parler de politique avec le remaniement. Pour quand? Eh bien, ce sera sans doute demain ou après-demain, dans les prochaines heures même, indique Aurore Berger. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien, nous aurons un exécutif définitivement installé. Moi, j'attends ce remaniement dans les prochaines heures. Il sera annoncé, évidemment, par le secrétaire général de l'Élysée. C'est demain matin. Ce sera dans les prochaines heures. Et je pense que ce qui importe aux Français, c'est pas de savoir si c'est dimanche après-midi ou lundi matin. C'est même pas forcément de savoir qui. C'est savoir qu'on a à un moment un collectif qui est formé, qui est installé définitivement. Et nous reviendrons sur cette constitution de gouvernement dans notre journal de 15h, évidemment plus longuement avec nos éditorialistes politiques. On en vient à la guerre en Ukraine à présent. Et les forces russes qui poursuivent leur stratégie de terre brûlée. Le président Volodymyr Zelensky a évoqué des combats qui s'intensifient dans plusieurs villes du pays. L'armée russe a continué de frapper nos villes avec des missiles. Pas plus tard que ce soir, il y avait déjà eu 6 frappes, un total de 12 missiles. À Mykolaiv, dans la région de Donetsk, les frappes aériennes se poursuivent. Les hostilités brutales continuent sur la ligne de front dans le Donbass, dans l'épicentre bien sûr, dans les villes de la région de Lugansk. L'activité s'intensifie dans la région de Kharkiv. Nous avons réussi à chasser les forces d'occupation d'Ivanivka dans la région de Kherson. Et nous continuons à faire pression dans le sud de notre État. De son côté, le ministère russe de la Défense déclare que son armée a conquis la ville de Lysychansk et toute la région de Lugansk dans le Donbass. Plus de 2600 localités ukrainiennes seraient actuellement sous occupation russe. Comment progressent les troupes russes en Ukraine? Caroline Philippe est l'envoyée spéciale de RMC et BFM TV à Kiev. La situation est confuse sur place. D'un côté, les séparatistes pro-russes assurent contrôler totalement la ville de Lysychansk. Sur une vidéo publiée sur Telegram, des combattants tchétchènes pro-russes célèbrent leur arrivée dans la ville au milieu des ruines. Mais pour l'instant, côté ukrainien, Lysychansk n'est pas encore tombé aux mains des Russes. Hier, le porte-parole de la garde nationale ukrainienne affirmait que la ville était sous contrôle de leur armée. Aujourd'hui, le gouverneur militaire de la région de Luhansk explique que les Russes avancent dans la ville sans pour autant annoncer le retrait des troupes ukrainiennes sur place. Il raconte que les combats sont très violents là-bas. La ville de Lysychansk est en feu. Les bombardements sont incessants depuis plusieurs jours sur cette ville de 100 000 habitants. Lysychansk, c'est la ville voisine de Severodonetsk, prise par les Russes il y a 15 jours désormais. Et c'est la dernière grande ville de la région de Luhansk qui n'est pas encore contrôlée par Moscou. Si Lysychansk tombe aux mains des Russes, il pourrait ensuite progresser vers Sloviansk et Kramatorsk, 2 autres grandes villes du Donbass, la région à l'est du pays que Moscou veut conquérir. Ce matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelle que 2600 localités ukrainiennes sont toujours en ce moment sous contrôle russe. La 7e vague de Covid et ses chiffres en France. Le nombre de contaminations quotidiennes est en moyenne, vous le voyez, de 71 140 sur la dernière semaine, moins qu'en Allemagne voisine, où certaines restrictions sanitaires sont restées en place. Léo Potier, vous êtes notre correspondant à Berlin. L'Allemagne subit elle aussi cette reprise épidémique forte, mais elle n'a jamais levé l'obligation de porter le masque.
Alors oui, effectivement, si on regarde la liste des Länder, puisque ce sont les Länder qui décident s'il faut porter le masque ou pas, sur les 16, 15 en tout cas demandent aux citoyens de porter le masque dans les transports publics et dans les hôpitaux. Le dernier, c'était la Bavière, a décidé hier de lever l'obligation de porter le masque, ce qui a suscité quelques critiques, notamment auprès du ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, qui parle d'une décision illogique. La Bavière, elle, préfère dire, dans la voix de son ministre de la Santé, le ministre local donc, de s'en remettre aux volontés individuelles et au sens de la citoyenneté pour porter le masque. Il n'empêche, l'Allemagne, effectivement, continue de porter le masque. La Deutsche Bahn, la SNCF allemande, continue d'appliquer le port du masque dans tous les trajets sur tout le territoire. Il faut dire que c'est un scénario qui est déjà vu ici en Allemagne. Karl Lauterbach, le ministre de la Santé, demande aux Allemands de se préparer aux vagues qui auront lieu de Covid cet automne et cet hiver et qui s'annoncent selon lui difficiles. Merci beaucoup Léo Potier, correspondant de BFM TV à Berlin. Nous sommes en direct avec Mircea Sofonea, épidémiologiste. Merci d'être avec nous. Chercheur au sein du laboratoire maladies infectieuses et vecteurs de l'Université de Montpellier. On a vu que l'Allemagne donc gardait le masque. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en France en enlevant les masques et qu'il ne faudrait pas finalement les remettre ? Bonjour, il y a deux questions. Est-ce que nous sommes allés trop vite au mois de mars? La situation était passée la vague BA2, si vous voulez. La situation était relativement correcte puisqu'il y avait une circulation faible et une immunité populationnelle qui pouvait laisser penser, et on avait eu raison, qu'il allait s'écouler encore plusieurs semaines avant toute reprise épidémique. En fait, c'était plus sur la communication. Il ne fallait pas mettre en avant le côté irréversible ou en tout cas supposé comme tel. Quelque part, l'exécutif a créé un narratif à partir du mois de janvier avec Omicron qui constitue à dire que ce serait la dernière ou les dernières vagues et qu'on irait vers progressivement et de façon irréversible vers des habitudes pré-pandémiques. Le retour du masque, on le voit avec l'actuelle reprise épidémique, est à considérer, on va dire, non pas seulement dans les transports, mais finalement dans l'ensemble des situations où la transmission est favorisée, à savoir les milieux clos, en particulier faiblement aérés et purifiés. Vous le disiez, les autorités ont peut-être à tort estimé qu'il n'y aurait pas autant de vagues qu'à présent. Est-ce que vous savez comment pourrait évoluer l'épidémie? Est-ce qu'il va falloir s'attendre à un schéma plus endémique? Il va falloir s'habituer à des vagues plus récurrentes? Ou est-ce qu'on peut espérer tout de même un jour complètement se débarrasser du Covid-19? Sur le court terme, nous n'avons pas. C'est pour la première fois depuis presque 2 ans et demi qu'il n'y a pas de projection publique en France sur l'actuelle vague. Cela s'explique par plusieurs paramètres. Beaucoup de vos confrères l'ont traité. Depuis le début de la semaine, je reçois des appels systématiquement tous les jours sur cette question. Il se trouve donc qu'il y a un manque de moyens dans la recherche, un désintérêt aussi de l'État et donc un manque de financement sur cette activité-là qui n'a pas failli en 2 ans. Et contrairement à ce que, on va dire, des analystes peu précautionneux disent, il y a eu quand même un moyen d'anticiper les besoins hospitaliers aux environs de 1 mois en avance. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est possible. Et pour la première fois, ça n'arrive pas. Merci. Pour ce qui est du long terme, en revanche, la question est claire. Il n'y a pas de moyen d'éradiquer le SARS-CoV-2 pour le moment, parce que les vaccins ne permettent pas d'avoir une protection contre l'infection qui dure sur le temps long. Et au bout d'un moment, il y a une reconstitution de la sensibilité. Par ailleurs, il y a des réservoirs animaux. Donc, il faut s'habituer à avoir plusieurs vagues par an pendant au moins quelques années. On verra si cela arrive à une dynamique saisonnière avec une vague par an. Pour le moment, on ne peut pas savoir quand est-ce que cette transition aura lieu. Merci à Sofonea. Vous avez évoqué un point important, la question du financement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez moins de moyens pour faire face au Covid ? Oui, exactement. Il faut bien savoir qu'en France, la recherche maintenant est financée essentiellement sur projet et que, par exemple, les projets spécifiques Covid-19, en tout cas le côté épidémiologique, pas le côté Covid long, a été arrêté d'être financé spécifiquement par l'Agence nationale de la recherche scientifique, l'Agence nationale de la recherche, en mars 2021. Moi, j'ai par exemple des personnes dans mon équipe qui n'a pas grossi depuis le début du Covid, loin de ce que certains fantasment, seront malheureusement en arrêt de contrat en 2023. Donc nous n'avons pas les moyens de continuer cette
ce travail de projection à court terme, même si les CHU nous le demandent, mais sans avoir les moyens pour nous y aider. Et donc, nous nous sommes focalisés sur des thématiques qui ont une valeur plus pérenne, à savoir la dynamique de temps long. Et donc, nous intéressons, par exemple, à la question que vous avez posée, à savoir le nombre de vagues par an, et ce, en fonction des différentes stratégies de vaccination et de mesures non pharmaceutiques comme le port du masque. Excusez-nous, mais c'est important ce que vous nous dites. On se rend compte que cette épidémie est loin d'être finie, vous nous le confirmez, mais qu'on vous coupe les moyens pour travailler, est-ce qu'il y a un moyen d'en avoir de supplémentaires? Qui alloue ces moyens et comment est-ce que vous pouvez peut-être vous faire pression, à qui il faut adresser une demande éventuellement pour que vous puissiez travailler sur cette épidémie qui n'est loin d'être finie? Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ce sujet, parce que au final, c'est véritablement le nerf de la guerre. Évidemment, ça coûte quand même moins d'argent que de développer des vaccins, mais en revanche, du coup, ce sont des moyens qui peuvent être mis en place par l'État, et ce malgré donc l'enjeu sanitaire. L'État s'est désengagé de cette dynamique, et donc nous sommes dans le besoin de postuler à des petits appels à projets qui, pour le moment, pour l'immense majorité d'entre eux, ont été refusés de mon côté. Et ça veut dire qu'on passe aussi beaucoup plus de temps à essayer d'avoir des financements pour pérenniser certains chercheurs précaires dans l'équipe, ne serait-ce que pour maintenir l'activité de projection qui est nécessaire aux hospitaliers qui en ont vraiment besoin. Et donc, ce manque de temps pour aller chercher des financements, eh bien, impacte aussi la recherche. Merci beaucoup. Merci à Sophonéa d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur l'antenne de BFM TV. On parle environnement à présent, et cette triste première, le glacier de la Grande Motte à Tignes, dans les Alpes, a dû fermer vendredi avec 1 mois d'avance. La raison, cette année, la fonte des neiges qui aura été trop rapide. Et la conséquence en aval, c'est que la rivière du Verdon, ce site très touristique dans le sud-est de la France, connaît une sécheresse exceptionnelle et que les lacs qui l'alimentent se retrouvent donc à sec. Les bases nautiques sont contraintes d'adapter leurs activités pour sauver leur saison. Audrey Lally et Mine Darcourt. Il faut aller la chercher bien loin, l'eau du lac de Castillon. On peut s'y baigner, mais les pieds dans la vase, rien à voir avec les années précédentes. C'est assez triste de voir le lac à cette saison, comme ça. On est habitué à avoir de l'eau jusque-là, avoir une vraie zone, un parc aquatique, des canoës, voilà. Pas de canoë car les pontons pour y accéder sont maintenant complètement hors de l'eau. En cause, la sécheresse qui fait baisser le niveau du lac. J'ai jamais vu un phénomène pareil. C'est la première année qu'on est en déficit d'eau aussi important. Il nous est arrivé d'avoir des années un petit peu plus sèches, mais avec un manque d'eau qui n'était pas très important. Là, cette année, c'est vraiment catastrophique. À quelques kilomètres sur le même lac, la base nautique a pu ouvrir malgré la baisse de 5 mètres du niveau de l'eau. Le lac il est un peu bas, donc ça veut dire qu'à gauche, il ne faut pas y aller parce qu'il n'y a pas trop de profondeur. Mais pour maintenir l'activité nautique, il a fallu des travaux d'adaptation. Normalement, l'eau elle arrive là. Du coup, on a aménagé pour pouvoir travailler, donc on a mis un nouvel escalier. Et ensuite, pour le ponton, on a pareil, on a fait un rajout de ponton de la plage qui n'est pas praticable. Du coup, on a fait un rajout pour pouvoir travailler. On a réussi, on peut commencer notre saison normalement. Un début de saison dont profitent malgré tout les premiers touristes. On part en famille sur l'eau pour une petite balade de 2 heures. Ouais. Dans les 15 prochains jours, Météo France ne prévoit que 2 demi-journées de précipitations dans la région du lac de Castillon. Pas de quoi faire remonter le niveau de l'eau. Et on fait un point justement sur la météo.